donc, on va parler immunologie. Alors, l'immunologie, je résume, chaque fois que j'ai parlé avec un immunologiste ou une immunologiste depuis que je suis dans le monde médical, il m'a toujours dit, écoute, voilà en gros ce qu'on sait, mais comment dire, ça change tellement vite, on fait tellement de découvertes tous les jours que dans 10 ans, tout ce que je te dis ne sera plus valable. Donc j'ai compris qu'il fallait donc surtout pas retenir, et donc j'y comprends mais absolument rien. Par contre, je me pose une question. C'est une question généraliste de banlieue. Notre immunité, quand on est vacciné contre un truc, ou qu'on a eu une maladie immunisante, elle dure pendant des dizaines d'années. Alors que nos cellules, elles meurent beaucoup plus vite. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on garde une mémoire comme ça? En fait, mon ordinateur, bon, il tombe en panne au bout de 3 ans. Mais nos cellules, elles ne durent pas autant. Donc comment ça se fait qu'on a de la mémoire pour les maladies qu'on a eues? Alors, bon, j'ai été avec cette question stupide. Puis je suis tombé un jour sur Béazine. Alors, elle parlait de mémoire immunitaire de grippe. Moi, je m'intéressais à la grippe. Et donc, du coup, voilà comment on a fait connaissance. Et j'ai l'impression qu'elle sait vaguement quelque chose là-dessus quand même. Et donc, comme j'y connais rien, on a dit, bon, on va confier à Anne Monnier le soin de parler sérieusement avec elle. Donc, Anne, je te donne la parole. Merci Jean-Marie. Bon, je ne suis pas très spécialisée non plus dans l'immunologie, hein. Donc moi, je vais essayer d'aider Béazine à ce que cette petite session soit un peu animée et un peu recoupée en petits chapitres pour que ce ne soit pas non plus trop en fin de journée comme ça de l'immunologie trop rude, mais on fait confiance à Béazine qu'on connaît bien pour nous parler d'une façon qui va nous intéresser. Donc, je suppose que vous avez regardé, si vous ne la connaissiez pas, qui était Béazine. Donc, elle est docteure en immunologie, directrice de recherche, directrice d'unité à l'INSERM. Elle s'occupe du cours de vaccinologie de l'Institut Pasteur. Bon, et puis si on fait la liste, on va occuper l'heure et demie, donc on va s'arrêter là. Et bref, elle s'y connaît bien en immunologie. Donc voilà, bon, donc Béazine, merci en tout cas, merci mille fois d'avoir accepté parce que je sais que tu as des agendas très très remplis et que ça a été un petit peu sportif d'arriver et à dégager le temps et à trouver le temps d'organiser cette réunion. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que disait Jean-Marie, la question qu'on s'était… Donc, on a travaillé un petit peu toutes les deux pour essayer de se donner quelques… On peut poser 1 million de questions. Donc, on a fait des choix. Donc, la première question, c'était un petit peu la différence entre, justement, cette mémoire immunitaire et protection. Ah, quelle grande question. Bon, je suis ravie de vous voir, hein, donc c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'à la fin, ce ne sera pas encore plus compliqué qu'au début. Alors, c'est vrai que l'immunologie, ça bouge énormément, mais il y a des dogmes quand même, il y a un certain nombre de dogmes, donc je vais essayer de rester sur les dogmes qui n'ont pas changé depuis des années et vous expliquer un petit peu. Alors, on dit toujours que quand on a une mémoire immunitaire contre une infection ou après une vaccination, quand on va rencontrer de nouveau le même pathogène, on va répondre plus vite et plus rapidement. Alors, bon, ça nous rassure, hein, puisqu'on va répondre plus vite et plus rapidement et donc se protéger contre soit la maladie, ou l'infection. Donc ça, c'est quelque chose c'est un dogme. On se protège contre un pathogène qu'on a déjà vu. Et ce pathogène n'est pas différent du premier qu'on a vu. Donc, il faut que ce soit identique. Donc, ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est comment ça marche. Parce que si on comprend comment ça marche, on peut essayer de mieux visualiser comment le système immunitaire garde une mémoire immunitaire. Alors, la première chose, c'est qu'on a un stock de cellules qui ont un certain nombre de récepteurs à leur surface. Ces récepteurs ne sont pas capables de reconnaître, vont en fait essayer de reconnaître des motifs du pathogène, donc soit des récepteurs sur des cellules B, soit des récepteurs sur les cellules T, et en fait vont garder une empreinte, comme une pâte à modeler, une empreinte de ce motif.
le fait de rencontrer ce pathogène va faire que ces cellules vont proliférer, ils vont se multiplier et ils vont produire à leur surface ces récepteurs cette pâte à modeler qui reconnaît les pathogènes. Et en fait, ils vont produire, donc pour les cellules B, des anticorps, donc des anticorps qui vont être dans le sérum. Et ces anticorps dans le sérum sont capables de reconnaître donc le pathogène et peuvent rester pendant très très longtemps. Ils sont produits par des plasmocytes, donc des cellules B qui sont différenciées, et vont produire ces anticorps pendant très très longtemps. Cette durée d'anticorps, elle est variable en fonction du pathogène qu'on a reconnu. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, c'est là que les choses se compliquent, parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait. On ne sait pas pourquoi on garde une mémoire immunitaire d'1 an contre certains pathogènes, de 10 ans contre d'autres, et de 50 ans contre d'autres. Je vous donne un exemple. On garde une mémoire immunitaire contre la variole pendant 30 ans, contre la rougeole pendant plus de 50 ans. Donc, et pour la grippe, que pendant 1 an. Donc, le mécanisme n'est pas très connu. C'est là que l'immunologie bouge. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, cette mémoire immunitaire, elle est différente. Alors, il faut savoir que quand il y a des anticorps dans le sérum, ces anticorps, ils ne se baladent pas comme ça dans le sérum. Ils sont produits par des cellules à la base. Et ces cellules sont soit des cellules mémoire qui sont dans les tissus, soit des cellules plasmocytes qui sont dans la moelle. C'est très important. Donc, quand on perd des anticorps dans le sérum, on perd aussi des cellules qui ont produit ces anticorps. Donc, en fait, la survie de ces cellules diminue et donc on ne produit plus d'anticorps qui perdurent dans le temps. Alors, lorsqu'on revient, donc lorsqu'on est vacciné, on reproduit exactement ce même phénomène, c'est-à-dire qu'on va produire des cellules B spécifiques de l'antigène qui est dans le vaccin et des cellules T spécifiques de l'antigène qui est dans le vaccin. Tout ça, ça va se multiplier, ça va se mettre en place. Et quand on va rencontrer le pathogène, donc le même motif, on a déjà en stock ces cellules. Donc, ces cellules vont se multiplier plus rapidement et produire plus d'anticorps. Ça fonctionne de la même manière pour les cellules T et pour les cellules P. Alors, Jean-Marie, ça va? Ah, t'as pas ton micro, Jean-Marie. Jean-Marie, ton micro. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Non, pas de micro. On t'entend pas. Du coup, j'attends en attendant que Jean-Marie puisse. Je te dis quelque chose, moi, Béazine. Du coup, tu dis quand il n'y a plus d'anticorps circulants dans le sérum, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de plasmocytes pour ces anticorps. Et cette diminution des plasmocytes ou de l'immunité humorale, finalement, elle n'est pas liée à la diminution de l'immunité cellulaire. Elles sont séparées, l'évolution de ces deux immunités? L'immunité humorale, c'est-à-dire les anticorps qui sont produits dans le sérum, ils sont produits par des cellules. Donc, si les cellules diminuent, il y aura moins d'anticorps aussi qui vont circuler. Ça va ensemble. Mais quand les cellules B, c'est les cellules productrices d'anticorps diminuent, la partie cellule T, elle est indépendante de l'évolution de la partie de l'immunité cellule T, elle est indépendante de ça. On garde en fait, alors il y a différentes populations cellulaires et c'est là que l'immuno devient compliqué. C'est-à-dire que quand on fait différencier les cellules T et les cellules B, on les fait différencier à différents types de cellules. Ce qu'on appelle des cellules mémoire B et les plasmocytes. Ils ont des fonctions différentes. Les cellules mémoire B vont être dans des tissus, alors que les plasmocytes vont être dans la moelle, ils vont continuer à produire des anticorps. Quand on perd souvent les anticorps dans le sérum, on perd des plasmocytes aussi, mais on peut garder un stock de cellules B mémoire qui vont résister. Et donc, lorsqu'on va revoir le motif du pathogène, ces cellules B mémoire vont reproliférer, reproduire des plasmocytes et reproduire des anticorps. En fait, on reproduit le cycle, mais plus rapidement. Donc, cette perte de mémoire B et plasmocytes, c'est pas, tout le monde ne diminue pas en même temps. C'est quelque chose qui peut être indépendant. On peut perdre des plasmocytes, mais garder des cellules B mémoire.
Donc, en fait, c'est ça qui se voit dans la plupart des mémoires immunitaires où on perd les anticorps dans le sérum, mais on garde quand même quelques cellules B mémoire. Dans aucune infection, je dirais, ou vaccination, on perd toutes les cellules. On garde toujours un petit stock de cellules mémoire, que ce soit des T ou des B mémoire, ou même des plasmocytes. Mais est-ce que ce stock est suffisant pour avoir assez d'anticorps en périphérie? C'est là que ça va varier en fonction des maladies. D'accord. À ton avis, Béatrice, les recherches actuelles font penser qu'on aura une réponse précise à cette question dans 2 ans, 5 ans, ou on ne sait pas? Alors, en fait, on découvre de plus en plus de populations cellulaires parce que les méthodes et les technologies d'analyse ont énormément évolué. Et donc, on a une caractérisation beaucoup plus fine des populations cellulaires. Et donc, ça va nous permettre, en fait, de suivre ces cellules de manière beaucoup plus précise. Par exemple, à l'intérieur d'une population B différenciée, je viens de faire une analyse, on peut utiliser une trentaine de marqueurs de surface et identifier une quinzaine de populations différentes. Moi, je vous ai parlé que des B mémoires et des plasmocytes, alors qu'il y a une quinzaine de populations différentes. La persistance de ces populations dans le temps, c'est pas quelque chose de facile à étudier. D'une part parce qu'elles ne sont pas forcément circulantes, elles ne sont pas forcément dans le sang, elles peuvent être dans des tissus, dans les ganglions, dans la rate, et donc c'est pas quelque chose de facile à étudier. Donc il y aura des évolutions forcément de cette analyse de la mémoire immunitaire. Mais je dirais la vitrine de tout ça, c'est les anticorps dans le sérum. Gérard Varret, enfin Jean-François veut en fait poser une question. Vas-y, Jean-François. Alors par contre, Younes, il faut que tu lui ouvres son micro. Alors, c'est fait. Voilà. C'est bon. Voilà, merci pour cette partie déjà d'exposé très claire, donc très pédagogique. Mon âge me permet, comme Jean-Marie peut-être, je suis même peut-être plus âgé, d'avoir vu mourir des tétanos et d'avoir expliqué aux gens qu'il n'y avait pas d'immunité constante, alors que justement, j'ai vu apparaître l'immunologie durant mes études et durant ma carrière médicale. Ce qui est passionnant, parce que j'avais des amis qui étaient immunologistes, moi j'étais à Dijon, et j'avais des très très bons copains qui étaient immunologistes passionnants et passionnés. Alors, première question, le sida, comment est-ce qu'on peut en 2 secondes expliquer le sida qui est l'opposé de cette histoire-là, finalement. Deuxièmement, comme vous le disiez, il y a effectivement des immunologies, des mémoires qui ne sont pas bonnes. Et est-ce que c'est lié, comme par exemple la grippe pour les mutants, comme par exemple le Covid qui est des mutants, des variants, qui peuvent expliquer que tous les ans, il faut remettre le couvert. Troisièmement, et je m'excuse, mais c'était une partie extrêmement intéressante. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à Besançon à une équipe d'immunogénéticiens qui ont mis au point apparemment un process immunogénétique de lutte contre les leucémies, lymphoïdes chroniques, par les CAR-T-cells, ils appellent ça les CAR-T-cells. Et donc, ils injectent dans la mémoire des lymphocytes, après avoir fait un nettoyage, un wash-out total, crève de poil et compagnie, un code génétique un peu comme l'ARN messager du Covid, et qui apparemment ce serait extraordinairement efficace, avec une mémoire continue, à tel point qu'ils peuvent dire que la leucémie ne récidivera pas. Alors, j'aurais voulu une petite explication, parce que ce n'étaient pas des immunologistes, c'était des généticiens, mais je trouve que c'est passionnant de faire cette jonction entre les deux, puisque grosso modo, d'après ce que j'ai compris, c'est une manipulation du codage génétique qui permet d'injecter dans le lymphocyte un système immunitaire anti-leucémie. Ça, c'est passionnant pour les gens de ma génération. Je suis vraiment ébahi et en admiration devant cette recherche. Voilà. Merci, j'ai fait plusieurs questions parce que c'est un sujet extrêmement intéressant et passionnant.
qui dépasse de loin les vaccins et qui, effectivement, voilà, si c'est possible de répondre, et merci d'avance. D'accord, très bien. Bah, merci pour les questions. Bon, on va faire un grand écart là. Donc, oui. Alors, premièrement, le VIH. Alors, le VIH, c'est... non, je vais plutôt commencer par influenza et les variants. Ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant sur la mémoire immunitaire, c'est le même pathogène ou le même motif antigénique qu'on voit en premier, soit dans un vaccin, soit un pathogène. Et si on revoit ce même motif identique, on répond plus vite et plus rapidement. C'est ça la mémoire immunitaire. Lorsque ce motif est différent, ce qu'on appelle un variant, c'est le cas du Covid, c'est le cas de l'influenza, en fait, la forme qu'on a le modelage qu'on a fait au départ avec la pâte à modeler dont je parlais au départ ne va forcément pas correspondre parce qu'il va avoir une forme différente. Et donc, d'où les échappements. Donc, on ne va pas reconnaître le variant de l'influenza parce que, en fait, le modelage qu'on a fait au départ n'est pas identique. C'est exactement ce qui se passe avec Omicron par rapport au Delta, parce que Omicron contient 30 délétions, mutations, suppressions et insertions par rapport aux variants de départ. Donc, ce qui fait que la forme du motif est complètement différente. Donc, la mémoire immunitaire, elle fonctionne quand c'est identique. Rougeole ne varie pas beaucoup, donc on va reconnaître. Variole ne varie pas beaucoup. Ça varie un peu, mais pas suffisamment en fait. Mais par contre, quand on rentre dans influenza et maintenant Covid, cette variabilité peut être très importante, donc des écarts très différents entre les virus. Et là, la forme qu'on a reconnue n'est plus la même et donc on perd notre mémoire immunitaire. C'est comme ça qu'on définit. Pour le VIH, c'est encore pire. Donc, on a deux phénomènes qui se superposent. La première, c'est qu'il y a énormément de variants. C'est-à-dire qu'on explique que le nombre de variants, par exemple, d'influenza qu'on peut trouver dans une population mondiale, on peut avoir encore plus du nombre de variants VIH chez un seul individu. Donc, ça veut dire que le système immunitaire, il ne sait pas quoi reconnaître. Il a tellement de variants, il ne peut plus s'adapter. Le virus va aller plus vite que les variants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le virus VIH, comme vous le savez, attaque les cellules du système immunitaire, dont les cellules CD4 qui sont pivots pour aider les cellules B à produire des anticorps et pour aider les cellules CD8 à être cytotoxiques. Donc, ces deux phénomènes superposés font qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on n'a pas de moyen pour l'instant de développer un vaccin contre le VIH. Alors, on développe des vaccins. Moi-même, j'ai un vaccin VIH en phase 1. Peut-être qu'à la fin, je vous en parlerai, mais ce n'est pas quelque chose de très facile à effectuer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Les CAR-T-cells. Les CAR-T-cells, ce n'est pas du tout mon domaine, mais en fait, le principe est que ces fameux récepteurs cellulaires TCR et BCR qui sont manquants, dont on a besoin pour reconnaître un motif en particulier, ici c'est leucémie, on va les introduire génétiquement à l'intérieur d'une cellule qui va en produire tout le temps. Donc, en fait, ces fameuses TCR, enfin, récepteurs de cellules T ou BCR, récepteurs de cellules B, donc on va avoir des CAR-B-cells ou des CAR-T-cells. On peut avoir aussi pour les cellules NK, il y a différents types de CAR-T-cells, en fait. En fait, c'est comme des transporteurs. Ils vont transporter ce récepteur, ils vont l'introduire à l'intérieur d'une cellule. La cellule va en produire tout le temps et il va tout le temps faire ses anticorps contre le pathogène. Il va tout le temps faire ce récepteur T contre le pathogène. C'est ça le principe. Donc, effectivement, ce sont des généticiens plutôt qui ont commencé à travailler sur ce sujet. Merci. Merci, merci Béazine. On va donner la parole à Catherine qui avait aussi j'ai une question très pragmatique. Les études dont tu parles sur les réponses cellulaires sont encore du domaine de la recherche. Et nous, ce qui nous intéresse dans l'utilisation concrète des vaccins, ce serait d'avoir des tests uniformisés de recherche sur ce qu'est la réponse immune des vaccins qu'on utilise, qu'on recommande. Et je pense que ça serait un progrès dans l'évaluation et l'enregistrement des vaccins d'avoir des tests standardisés utilisables.
Oui, effectivement. Alors, le problème, c'est que les tests moléculaires, historiquement, ont toujours été plus faciles à standardiser que des tests cellulaires. Donc, effectivement, alors, tout ça avec beaucoup de prudence, hein. Par exemple, on fait très facilement des standardisations de tests ELISA pour les anticorps. Donc, la planète entière peut utiliser les mêmes ELISA avec des standards, d'où toutes les mesures pour les anticorps contre les différentes pathologies. Dès qu'on va parler d'anticorps neutralisants, il faut un certain temps, donc on garde une fonction et non plus juste un dosage anticorps. Dès qu'on regarde une fonction, ça devient plus compliqué parce qu'il faut des standards. Parce que pour regarder, par exemple, une fonction de neutralisation, il faut de la production du virus standardisé, des cellules standardisées, plus la mesure de la neutralisation par les anticorps. Pour le VIH, par exemple, ça existe aujourd'hui. Pour le pneumo, par exemple, le test d'opsonisation est standardisé. Donc, on arrive à plus ça devient difficile et qu'on doit utiliser des cellules dans un test de mesure, plus ça va être difficile à standardiser. Alors maintenant, si on laisse les molécules de côté, c'est-à-dire les anticorps et les fonctions d'anticorps, si on va encore plus loin dans les fonctions d'anticorps, par exemple des fonctions ADCC, donc on va tuer les cellules à l'aide des anticorps, ça devient encore plus compliqué parce que les tests standardisés n'existent pas. Quand on va dans les cellules, qui sont les analyses de marqueurs cellulaires au niveau d'une population donnée, il y a deux complications. La première, c'est qu'il faut avoir accès aux cellules du patient. Donc, ça veut dire que ce n'est plus juste le sérum qu'on va recueillir, c'est des cellules vivantes qu'on va congeler. Donc, ça veut dire un savoir-faire qui n'existe pas partout. Même aujourd'hui, en France, quand je veux faire un protocole de vaccination, je ne peux pas le faire n'importe où. Parce que si à côté il n'y a pas de labo pour congeler les cellules, je n'ai pas de cellules. Donc, c'est déjà un vrai problème. Donc, de là à passer à une standardisation de regard des marqueurs pour les cellules, ça va venir si on sait que ce marqueur est robuste, qu'il est fiable et qu'on peut mesurer dans n'importe quel laboratoire. C'est le cas, par exemple, des CD4 et CD8 qu'on mesure pour le VIH, parce qu'il a fallu mettre au point des tests cellulaires standardisés où tous les laboratoires vont mesurer avec des anticorps anti-CD4, les cellules CD4 et les CD8, etc. Et on rajoute de plus en plus de marqueurs dans ces analyses. Donc, des laboratoires d'immunologie le font, mais on ne peut pas le faire partout. C'est ça le problème. Donc, c'est bien parce que Catherine nous a un petit peu entraîné sur le deuxième sujet ou la suite du sujet qui était justement de parler un peu de la mesure de cette immunité et de la différence entre l'immunité naturelle et l'immunité post-vaccinale. Alors, différence entre immunité naturelle et immunité post-vaccinale. Déjà, c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Il faut que je précise, je donne des exemples. Lorsqu'on est infecté par un pathogène, on va prendre l'exemple de la grippe, par exemple. Je pense que ce sera le plus simple à utiliser. Donc, quand on est infecté par le virus de l'influenza, on va être infecté par le virus H1N1 qui va contenir toutes les molécules de surface et interne du virus. Et on va monter une réponse immunitaire contre aussi bien les molécules de surface que les molécules en interne. Donc, ça, on va faire des anticorps, des cellules CD4, des cellules CD8, et on va avoir toute cette immunité globale. Lorsqu'on utilise un vaccin inactivé influenza, c'est exactement la même chose parce qu'on va aussi utiliser tout le virus qui est inactivé, donc on va avoir tous les paramètres, sauf que le virus est mort. Donc, on va voir les antigènes de surface, aussi bien les antigènes internes. Mais il existe, par exemple, des vaccins qui ne sont basés que sur H1, que sur la protéine d'hémagglutinine. Donc, cette fois-ci, on va reconnaître que la protéine d'hémagglutinine et pas le reste. Donc, lorsqu'on va re-rencontrer le pathogène, si on a été vacciné qu'avec la protéine de surface, ben, on ne reconnaît que la protéine de surface. On ne reconnaît pas les autres. Et si on a été vacciné avec le virus entier, on va reconnaître tout. La question, c'est, OK, d'accord, mais qu'est-ce qui est important pour être protégé? C'est ça la vraie question. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle les corrélats de protection, c'est-à-dire les paramètres qui permettent la protection
le plus contre les pathogènes, c'est si on empêche l'entrée du pathogène dans la cellule, ou si on ne peut pas empêcher l'entrée dans la cellule, mais on peut empêcher la maladie. En fait, bloquer. Donc, c'est ça les corrélats de protection. Donc, quand on vise pour une vaccination, on va viser la molécule de surface. Parce que c'est la molécule de surface qui va permettre l'entrée dans la cellule. Donc, on va bloquer cette entrée. Si on a d'autres réponses immunitaires induites, ce qu'on appelle les réponses cellulaires, ben, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on a encore plus de paramètres immunologiques pour permettre de lutter. Donc, une différence entre infection et vaccination, alors j'ai parlé que de l'immunité adaptative, hein, de l'immunité spécifique de l'antigène, parce que si je commence par l'inné, ça va être très très compliqué. Mais normalement, que ce soit une immunité naturelle après infection ou que ce soit une immunité vaccinale, si on a dans les deux cas des anticorps qui protègent, enfin qui vont bloquer la protéine de surface, ben, c'est une immunité qui se ressemble. Est-ce que c'est... Je vous ai perdu. Non, 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 tu nous as pas. Je ne crois pas que tu nous aies perdu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce thème-là? Younes. Moi, j'en ai une. Attends, il y avait Younes, Jean-Marie, qui allait poser une question. Bon, allez, Younes, vas-y, parce que je suis trop bavard. C'est trop gentil, Jean-Marie, merci. Merci Anne de me donner la parole. J'avais alors ma question elle va être relativement courte. Enfin, je suppose que oui, mais quelles sont les composantes génétiques qui vont être mises en œuvre dans la qualité, entre guillemets, de nos systèmes de défense immunitaire? Est-ce qu'il y a une composante ethnique? Est-ce que c'est l'environnement qui va le plus jouer? Est-ce qu'on a un moyen? Et est-ce que le fait d'agir sur notre environnement, finalement, va beaucoup influencer la manière dont notre système immunitaire va se comporter? Ou alors on arrive avec un capital dès la naissance et c'est très compliqué de le faire évoluer? Alors, ça, c'est mon sujet de recherche. Donc, bravo, Younes. Bingo. Alors, je vais peut-être utiliser une diapo pour ça. D'ailleurs, qui n'était pas dans les diapos que j'avais préparées, mais comme c'est des diapos de ce que je fais en général, donc je peux peut-être... Au petit déjeuner, c'est celle du petit que tu as au petit déjeuner déjà. Je ne peux pas partager les diapos. Bon, on va dire, bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Donc, en fait, on est tous différents. Alors, on ne parle pas de génétique, on va parler on est tous différents, en fait, face à une infection et aussi dans la réponse au vaccin. Cette différence, en fait, elle vient de 3 facteurs qui sont importants. Le premier facteur sont les facteurs génétiques, effectivement. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toutes les molécules dont on a un polymorphisme génétique, c'est-à-dire des petites variations génétiques, toutes ces molécules qui sont impliquées dans la réponse immunitaire, donc dans la reconnaissance du pathogène, dans la reconnaissance entre les cellules, dans les cytokines produits par les cellules, tous ces polymorphismes génétiques peuvent affecter la réponse immunitaire. Par exemple, notre HLA est différent et donc en fonction d'un HLA différent, on peut plus ou moins répondre à un pathogène. Ça peut être, on va plus ou moins répondre à la grippe, on va par exemple moins répondre à la grippe, mais on va très bien répondre à rougeole ou inversement. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Donc, cette patrimoine génétique, effectivement, peut affecter la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les facteurs reliés à l'hôte. Les facteurs reliés à l'hôte, en fait, sont des facteurs qui sont l'âge, le système immunitaire, l'histoire immunologique, la nutrition, le microbiote, l'obésité, ça va avec la nutrition, l'immunodépression, les allergies ou d'autres maladies chroniques, en fait, ce que moi j'appelle la qualité de vie de l'individu. Et nous, par exemple, on a montré que le microbiote de l'individu, dans les intestins et dans les selles et dans la peau, pourrait être un marqueur d'être bon répondeur à un vaccin.
Notamment, on a trouvé que Eubacterium et Prevotella, qui étaient deux bactéries qui étaient présentes dans la peau et les selles, qui étaient des bactéries associées au bien-être de l'individu, faisaient que dans notre protocole de vaccination, les individus étaient répondeurs en termes d'anticorps à une vaccination qu'on avait faite. Donc, effectivement, ces facteurs liés à l'autre, c'est vraiment la boîte, je dirais un peu magique, on ne sait pas quels sont ces facteurs et ça peut être très différent d'un individu à un autre. Et le troisième facteur dans la vaccination, c'est la stratégie vaccinale. Donc, la stratégie vaccinale, c'est quelle est la formulation que je vais utiliser. Certains, ça va être des vecteurs viraux que je vais utiliser ou des protéines adjuvantées ou la voie d'administration qui va affecter la réponse immunitaire. Imaginez que dans un individu, ces trois facteurs coexistent. Donc, en fait, on n'a absolument pas le moyen aujourd'hui de dire, en fait, ça va être le microbiote ou ça va être le facteur génétique ou ça va être la stratégie vaccinale. C'est très compliqué. Alors, la manière dont nous, on répond à cette question, c'est qu'on va considérer que l'hôte en soi est un ensemble de gènes exprimés à un temps donné. Donc, on regarde 40 000 gènes. Le niveau d'expression de 40 000 gènes. Et à l'intérieur, on a sorti des signatures qui peuvent prédire si l'individu va être répondeur à un vaccin ou pas répondeur à un vaccin. Et quand tu dis un vaccin, c'est un vaccin particulier ou c'est un vaccin dans l'absolu? On est parti sur des vaccins particuliers, mais là, je commence à avoir des signatures qui se répètent pour différents vaccins. Merci beaucoup. Jean-Marie, du coup. Catherine, tu as la main levée. Je vois que Catherine a la main levée. Alors, est-ce que c'est parce que tu l'as oublié ou parce que tu as encore une question à poser? Alors, attends, son micro est coupé, donc elle ne peut pas causer. Excuse-moi. Je rebondis sur ce qu'a dit Béazine, sur le rôle du microbiote dans la réponse immune. Ce matin, il y a un résumé dans Science News d'un article de Pediatrics qui dit que plus les enfants de moins de 2 ans reçoivent des antibiotiques et moins bien ils ont de réponse immune à des vaccins tout à fait classiques et recommandés. Donc ça va tout à fait dans ton sens. Merci. La deuxième chose, c'est je me suis toujours demandé par rapport aux non-répondeurs vis-à-vis de certains vaccins, s'ils n'avaient pas des micro-déficits immunitaires, alors d'origine moléculaire ou d'origine génétique, parce que les réponses sont quand même très variables. Quand on fait des études sur les vaccins, on est en population, en tout cas en effectif suffisamment vaste. Et on sait bien qu'il y a une dispersion des résultats et que certains ne vont pas répondre et d'autres seront des hyper-répondeurs. Donc il y a une inégalité dans la population qui est existentielle, je dirais, et qui se traduit par une qualité de réponse immune. La dernière chose que je voudrais que tu évoques, c'est quand même la différence de réponse immune qu'on peut avoir vis-à-vis d'un vaccin vivant atténué et celle que l'on a, je pense à la rougeole ou à la rubéole ou aux oreillons. C'est moins vrai pour la varicelle, mais je pense que c'est une question de vaccin et non pas de réponse immune. Et par rapport à un vaccin inactivé. Oui, alors en fait, la différence qui a été démontrée dans en tout cas dans l'étude de l'immunité innée induite après ces vaccinations, alors tous les vaccins n'ont pas été faits, mais ça a été fait avec la fièvre jaune, qui est un vaccin vivant, atténué, et la grippe et pneumo. Donc, 3 vaccins complètement différents, parce qu'il y a un qui est polysaccharide, l'autre qui est le vaccin inactivé et l'autre qui est un virus vivant atténué. Et en fait, ces trois vaccins induisent des signatures de l'immunité innée, notamment dans tout ce qui est les gènes liés aux interférons, qui est différent et qui va en fait affecter la quantité de la réponse immunitaire et la persistance, mais aussi la différenciation des cellules B et ces fameuses cellules T dont j'ai parlé. Donc effectivement, la formulation et ce que moi j'appelle la plateforme vaccinale va modifier ces réponses immunitaires. Et en ce qui concerne les
information génétique probablement manquant à des personnes qui ne répondent pas au vaccin, il est clair que des molécules comme les HLA classe 1, les classes 2, le polymorphisme ou des molécules impliquées dans l'induction dans le HELP des CD4 aux cellules B comme CXR5 ou la cytokine qui est reconnue, la chimiokine qui est reconnue CXL13, sont des polymorphismes qui ont été décrits, mais aussi des molécules de co-stimulation qui ont été décrits comme impactant la réponse immunitaire. Donc, je vais donner la parole à Steve, mais peut-être tu peux donner ton nom parce que tu es le seul à ne pas avoir marqué ton nom. Tu n'as mis que ton prénom. Alors, Younes, il faut que tu ouvres le micro de Steve. Voilà, Steve. Bonsoir. Donc, mon nom de famille, c'est Claude et je suis suisse. Donc, je vous écoute depuis la Suisse. Et puis, j'ai une question par rapport à l'immunité conférée par l'infection Covid et la différence avec l'infection avec l'immunité vaccinale. J'ai lu plusieurs papiers qui disaient qu'il y avait plus d'anticorps anti-N, donc dirigés contre la nucléocapside suite à l'infection. Donc, le ratio d'anticorps anti-spike et anti-N serait différent chez les personnes vaccinées et infectées. Et je voulais savoir sur le long terme si ça aurait une influence clinique. C'est compliqué. Alors, comme je l'ai expliqué, lorsqu'on voit le virus en entier, notamment le virus SARS-CoV-2, on reconnaît Spike, mais on reconnaît aussi la nucléocapside, mais aussi les autres protéines en interne. Donc, forcément, on fait des anticorps contre toutes ces protéines. Quand on est vacciné, infecté, en fait, la seule manière de voir si on a été infecté pendant qu'on a été vacciné, c'est de regarder justement les anticorps anti-la nucléocapside, parce que la nucléocapside n'est pas présente dans le vaccin. Donc, c'est aussi une manière de suivre que la personne a été vaccinée, infectée ou infectée, vaccinée dans le temps. Est-ce que maintenant, la réponse anti-nucléocapside joue un rôle dans la protection ? Alors, je dirais que c'est plus compliqué que ça parce que ce n'est pas uniquement les anticorps antinucléocapsides, mais c'est toute la réponse immunitaire T, et notamment les cellules CD8 cytotoxiques, qu'on peut aussi induire lors d'une infection, qui pourrait aussi jouer un rôle dans pas dans la protection, puisque les cellules CD8, en fait, vont tuer des cellules infectées, mais contre des formes graves. Vous savez, ces fameuses cellules CD8 ont été aussi mises en avant dans la grippe, où si on a des cellules CD8 contre la grippe, on est protégé contre des formes graves, notamment chez les personnes âgées. Donc, il faut voir qu'il y a deux étapes dans la réponse immunitaire. La première étape, c'est que nos anticorps, en tout cas les anticorps mémoire qu'on a, devraient pouvoir bloquer ou diminuer l'entrée du pathogène, donc du virus, dans les cellules. Ça, c'est le rôle des anti-spike qui font plus ou moins leur rôle. Et quand le virus varie, ils font moins bien leur rôle, d'où les transmissions et l'infection. Et puis, toute la réponse immunitaire, je dirais, autour, c'est-à-dire les anticorps contre les autres protéines, les anticorps avec des fonctions différentes dont on n'étudie absolument pas, c'est-à-dire les fonctions d'ADCC ou d'autres fonctions cellulaires, les anticorps au niveau des muqueuses, qu'on n'étudie pas non plus, qui sont au niveau de soit des IgA, soit des IgG, qui peuvent bloquer aussi l'entrée du virus, les cellules T CD4 qui peuvent aussi aider ou tuer d'autres cellules, et les cellules CD8 qui peuvent aussi tuer des cellules infectées. Donc, vous voyez, quand on a une infection et une vaccination, on a un ensemble de systèmes immunitaires qui peuvent, en tout cas, protéger contre des formes plus graves. Est-ce que c'est clair ce que j'ai répondu? Oui, puis du coup, j'ai une autre question, si je peux me permettre. Étant donné que la protéine N elle est plus immunogène, si on réactive à chaque exposition l'immunité qui est plutôt dirigée vers les protéines de la nucléocapside, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que le virus il infecte différents organes et qu'ensuite les CD8 ils attaquent nos propres organes en fait, parce qu'on ne va pas forcément neutraliser
l'entrée du virus. Non, en fait, attention, la protéine N, elle n'est pas plus immunogène, elle est plus conservée. Donc, on la reconnaît tout le temps. Ce n'est pas une immunogénicité plus importante, elle est juste conservée. La protéine Spike n'est pas conservée. Donc, du coup, en fait, quand on va rencontrer différents virus, on va amplifier N, mais on va à chaque fois faire un nouveau anti-Spike. Donc, la notion, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que ces anticorps pourraient être néfastes? Ce sont des hypothèses qui ont été avancées dès le début de la maladie parce que, voilà, on a dit on fait peut-être des anticorps ou des cellules qui vont tuer notre propre système. Ça pourrait jouer un rôle sur des formes très, très graves chez les immunodéprimés ou les gens qui ne font pas la bonne réponse immunitaire, mais ce n'est pas quelque chose de général. Pas du tout. C'est pas vu, en tout cas. Ok, merci. Jean-Marie, tu avais une question, du coup? En fait, ce sont tous des hypothèses immunologiques. Alors, je peux vous en balancer 10 000, hein, des hypothèses immunologiques sur le côté bénéfique ou néfaste du système immunitaire, mais globalement, le système immunitaire est là pour protéger. Comment dire? Moi, j'ai donc une question, mais que je te poserai peut-être à la fin. Enfin, je te la pose là, mais je te demanderai une réponse qu'à la fin. Comment dire? En fait, en ce moment, je travaille un peu sur l'illettrisme en santé. Clairement, enfin, donc l'immunologie est un gros sujet de débat dans la population. Qui a tendance à prendre des hypothèses pour des vérités démontrées. Et donc, on est en plein illettrisme. Est-ce que tu auras le temps un jour, avec tes copains et tes copines, de faire un bouquin expliquant l'immunologie pour les nuls? Mais bon, tu me répondras qu'à la fin. Donc, pour rester... Anne, je te redonne la parole. Donc la troisième volet du sujet qui est un peu le même, hein, on l'a déjà un peu abordé, mais tout à l'heure tu me donnais des exemples avant qu'on commence, c'était très intéressant. C'était finalement parce que vous savez tous, moi je suis généraliste, donc vous savez tous combien les gens se sont fait doser des anticorps pour le Covid à tour de bras avec un coût non négligeable, hein, et puis une perte de temps dans les laboratoires souvent. Et finalement, enfin, je ne dirais pas est-ce que c'est intéressant, parce que oui, il y a sûrement un intérêt à doser les anticorps, mais quand est-ce que, alors peut-être sur l'exemple du Covid, mais peut-être sur autre chose aussi, quand est-ce que c'est intéressant, pour qui et pourquoi faire? Les Covid en particulier? Tu peux commencer par Covid, mais c'est bien si tu parles d'autres aussi. Alors, mesurer des anticorps, hein, ça ne veut rien dire si on ne sait pas à quoi ça sert, en fait. Donc, je vais peut-être commencer par ça. Donc, quand on mesure des anticorps juste dans le sérum contre SARS-CoV-2, on sait juste qu'on a des anticorps. Mais on ne sait pas ce que font ces anticorps. On sait qu'ils sont spécifiques de Spike, parce que c'est la manière de mesurer, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques de Spike. Ou on va mesurer contre la nucléocapside, mais pas beaucoup de laboratoires le font, donc c'est vraiment fait dans les laboratoires pour la recherche. Et donc, en fait, on mesure des anticorps, mais on ne sait pas. On a une quantité, mais dans cette quantité d'anticorps, on ne sait pas quels sont les anticorps qui sont fonctionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des anticorps qui vont bloquer l'infection, l'entrée du virus dans la cellule? Est-ce que ce sont des anticorps qui vont tuer les cellules infectées? Est-ce que ces anticorps qui vont reconnaître des variants du virus? Est-ce que ce sont des anticorps qui vont avoir d'autres fonctions cellulaires? En fait, on ne sait absolument pas. Donc, une mesure d'anticorps dans sa globalité ne veut absolument rien dire, sauf satisfaire la personne pour dire « j'ai fait une réponse immunitaire ». C'est tout ce que ça veut dire, en tout cas pour contre SARS-CoV-2. Je sais parce que mon frère est arrivé en me brandissant sa feuille, j'ai tant d'anticorps, est-ce que c'est bien? Je lui dis bravo, tu as répondu au vaccin. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, on ne sait pas si la personne va être protégée. On suppose qu'il y a plus on a d'anticorps, plus on risque d'avoir des anticorps qui ont des fonctions. Donc, ça, c'est bien sûr, si on fait beaucoup d'anticorps, on va avoir des anticorps qui ont des fonctions.
Dans les anticorps qui reconnaissent la protéine spike, il y a encore des sous-niveaux, c'est-à-dire il faut reconnaître une partie de spike, qui est la partie RBD, qui est importante pour bloquer l'entrée du virus dans la cellule. Et vous savez que cette fameuse partie RBD est très différente dans Omicron par rapport aux autres virus. Donc, c'est ça qui fait aussi une différence. Donc, même quand on reconnaît l'anticorps, il va reconnaître différents motifs sur la molécule. Il y a des parties qu'il va reconnaître qui vont servir à pas grand-chose et des parties qui vont reconnaître que ces anticorps vont reconnaître et qui vont vraiment servir à bloquer l'entrée à l'intérieur d'une virus. Donc, mesurer des anticorps anti une molécule ne veut rien dire si on connaît pas, on ne sait pas quelle partie de la molécule est reconnue et si on ne sait pas si l'anticorps a une fonction. Après, en termes généraux, en vaccinologie, la mesure d'anticorps, quand ça a été démontré, peut être une mesure qui veut dire quelque chose. Par exemple, dans la rougeole, on va mesurer des anticorps dans le sérum, et si on sait qu'on a des anticorps anti-rougeole dans le sérum, on sait qu'on a une protection à long terme, parce que ça a été démontré historiquement. Pour, par exemple, l'hépatite B, on va mesurer des anticorps dans le sérum, mais il faut qu'on ait un certain seuil de positivité pour dire que c'est lié à la protection. Donc, pour, par exemple, HIV, si on a des anticorps dans le sérum, ça veut dire qu'on est malade. C'est juste ça. Ça veut dire qu'on a, ou pour hépatite C, si on a des anticorps, ça veut dire qu'on est en train de faire une infection. Donc, ce n'est pas une mesure qui va dire qu'on est protégé. Et pour la grippe, si on a des anticorps, en fait, on va mesurer des anticorps pour valider un vaccin grippe. Ça veut dire que le vaccin va être immunogène et va induire une réponse immunitaire, mais l'anticorps en soi ne va pas être un corrélat au niveau de l'individu pour sa protection. Donc, tout ça, en fait, ce sont des mesures d'anticorps. Historiquement, ils ont été démontrés associés à une protection ou pas. Est-ce que j'ai été claire? Oui, mais et du coup, prenez l'exemple de l'hépatite B, si tu peux être protégé et ne pas avoir d'anticorps. On peut être protégé ou ne pas avoir d'anticorps, mais il faut un certain nombre un seuil pour avoir une protection, pour dire qu'on aurait une protection. Mais ça veut aussi dire qu'on fait d'autres réponses immunitaires. Donc en fait, je montre toujours ça, c'est un iceberg avec la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que les mesures des anticorps, c'est la face visible du système immunitaire. Le reste, on ne le voit pas. Mais c'est un indicateur que le système immunitaire s'est mis en place. Jean-François Gérard Varret voudrait nous poser une question, mais il faut lui ouvrir son micro. C'est fait. Ça y est. Je l'ai ouvert. Merci. J'ai demandé parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, mais je ne voudrais pas monopoliser les questions et la parole. Alors, je rebondis dans un premier temps sur votre réponse sur le SARS-CoV-2. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant ou utile de faire passer les messages, de ne pas demander dosage d'anticorps au SARS-CoV-2 parce qu'il y en a eu, comme ça a été dit tout à l'heure, une masse importante qui a été demandée, qui ne servait à rien. Donc, est-ce que ce message n'aurait pas été intéressant à faire passer à la communauté médicale? Parce que j'ai des confrères et amis qui n'arrêtaient pas de répondre oui aux patients, et puis après, ils savaient que ça ne voulait rien dire. Enfin, ils l'ont compris. Ça, c'est la première partie d'une question. La deuxième, plus globale, dans l'infectiologie, il y a 3 domaines, les virus, les bactéries, les parasites. Bon, finalement, les virus, c'est les mutants, les bactéries, c'est l'antibiorésistance, il y a moins de mutations. Où en sommes-nous pour les vaccins sur les parasites qui font des dégâts absolument dramatiques dans le monde, puisqu'on parle depuis 20-25 ans de certaines recherches sur les parasites tropicaux. Est-ce que vous avez 2-3 petites minutes pour expliquer? Mais je ne veux pas monopoliser. S'il y a d'autres choses, pas de souci. Alors, je n'ai pas suivi tout le… Moi, je suis très virus, donc et encore moins bactéries, encore moins parasites. Mais il y a quand même le vaccin malaria qui commence à faire du bruit parce qu'il y a une efficacité importante, parce que la protéine qui a été purifiée, on utilise un adjuvant qui est extrêmement efficace dans l'induction d'une réponse immunitaire protectrice. Donc ça, c'est une évolution de ça. Pour les parasites, en fait, et les bactéries d'ailleurs, le nombre de motifs en fait reconnus est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus important qu'un virus en fait. Et alors, il y a des méthodes aujourd'hui qui ont été mises en avant, ce qu'on appelle la vaccinologie réverse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
C'est en fait, ça a été fait par Novartis, par Rino Rappioli. Ça implique en fait qu'on part, comme en fait la quantité de protéines ou de ou glycoprotéines en fonction du bactérie ou parasite est trop importante. En fait, on va séquencer génétiquement la bactérie ou le parasite. On va, de ces séquences, déterminer, produire des protéines. De ces protéines, tester l'immunogénicité dans sa globalité de toutes ces protéines. Et en fait, de partir de l'ensemble des protéines et de réduire à des protéines qui pourraient être immunogènes et efficaces dans des modèles animaux avant de pouvoir développer les vaccins. Donc, ce qu'on appelle la vaccinologie réverse. Donc, on parle du code génétique et on va à l'envers jusqu'à la protéine. Pour les virus, c'est différent parce que vous savez, par exemple, quand le virus SARS-CoV est arrivé, tout le monde s'est jeté sur la protéine spike parce qu'on savait que c'était la protéine d'entrée du virus dans la cellule, donc c'est ce qu'on va viser. Pour les bactéries et les parasites, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce sont ces technologies nouvelles qui sont utilisées pour déterminer les protéines d'intérêt ou les molécules d'intérêt. Par exemple, Shigella, il y a un nouveau vaccin aussi qui est développé par l'Institut Pasteur qui est basé sur la synthèse chimique de glycoprotéines couplées à une protéine carrière qui est la toxine tétanique et qui en fait est maintenant en test en Afrique sur les enfants en phase. Ok, merci. Merci. Younes, tu veux dire quelque chose? Oui, j'avais une autre question. Est-ce que ces principes immunologiques-là, on peut les appliquer à d'autres choses? Et je pense notamment aux traitements qu'on développe contre des maladies, contre le cancer, enfin, contre des maladies qui ne sont pas infectieuses. Alors, c'est la base de la découverte de l'ARN messager en vaccin. Je vais vous expliquer. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais l'équipe en fait qui a travaillé sur les ARN messagers pour le développement des vaccins, donc de Hugh Coursain, travaillait sur le glioblastome et en fait faisait de la vaccination personnalisée. En gros, il déterminait à partir du glioblastome du malade quels sont les messagers, les ARN messagers qui étaient produits, donc les nouvelles protéines qui étaient produites par le glioblastome. Et il avait pensé donc à utiliser les ARN messagers pour produire donc les antigènes du glioblastome et donc de faire un vaccin personnalisé pour l'individu qui avait son glioblastome et donc de le traiter. Et donc, ils sont associés à la société Polymune qui travaillait sur des liposomes pour englober ces ARN messagers, les protéger. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les premiers vaccins personnalisés, donc une étude phase 1 de glioblastome personnalisé. Donc, un patient, un vaccin. C'est comme ça que ça a été fait. Donc, ça se fait pour les cellules cancéreuses. Catherine? Oui, moi j'aurais voulu revenir sur la question que tu as posée, Anne, des sérologies et quand les faire. Alors de façon très simple, en particulier pour toutes les populations immigrées dont on ne connaît pas le schéma vaccinal, le plus simple est de leur faire un vaccin et de doser entre 4 et 8 semaines après l'injection le marqueur le plus simple, le moins onéreux, qui est l'anticorps antitétanique. Et on a un élément de réponse puisque pour ce vaccin-là, on a des seuils très précis de protection. Et par extrapolation, on admet que selon le taux observé après la vaccination, c'est le reflet, puisqu'on utilise des vaccins combinés, c'est le reflet des autres valences qui sont contenues dans le vaccin. Pour l'hépatite B, de la même façon, on admet qu'à 10 ans ou 15 ans de la vaccination faite chez le nourrisson, presque 50% des personnes perdent leurs anticorps sans pour autant perdre leur réponse cellulaire immune. Donc, au pire, ils risqueraient éventuellement de faire une hépatite aiguë, mais on n'a jamais décrit d'hépatite chronique dans ce contexte-là. Donc, ça rejoint tout à fait ce qu'énonce Béazine.
Et dans ces cas-là, on propose pour des professions pour lesquelles la vaccination est obligatoire ou fortement recommandée, on propose 4 à 8 semaines après une injection de refaire le dosage et on voit à ce moment-là le niveau de protection atteint. Donc ça, ce sont des choses complètement concrètes, pragmatiques, simples, qui sont utiles. Je pense que Yacine, tu es d'accord sur cette position? Oui, je suis complètement d'accord. Hein, oui. De toute façon, aujourd'hui, il y a que ces moyens-là pour pouvoir répondre. On peut pas. Enfin, tu as posé la question d'autres méthodes. Je pense historiquement, c'est que ces moyens-là qui ont été démontrés. Mais en revanche, je rejoins tous les commentaires qui ont été faits sur l'abus scandaleux des sérologies post-hypothèse de Covid, post-vaccination, pour une curiosité que j'ai toujours considérée comme inadaptée, pour ne pas dire malsaine, de savoir si on avait fait des anticorps ou pas d'anticorps. Je trouve que vraiment, il y a eu un abus et une consommation et un coût, mais phénoménal, de sérologie inutile. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est que les sérologies sont... Enfin, tétanos, rougeole, ça vaut le coup. Grippe, ça sert à rien. Et Covid, on va dire que ça sert pas à grand-chose. Anne, c'est pour ça que la seule vraiment simple à utiliser, c'est l'antitétanique. Rougeole, je dois dire que nous, on ne se pose pas beaucoup de questions métaphysiques pour des enfants qui viennent de l'étranger et on ne sait pas ce que ça devient, ou ce qu'ils ont eu, ou ils ont eu peut-être pas. On leur fait une dose ou on les ramène dans le calendrier, on leur fait 2 doses. S'ils ont déjà des anticorps, de toute façon, ils supporteront extrêmement bien le vaccin complémentaire et de toute façon, il leur faut 2 doses de rubéole et au moins 2 doses de rayon pour être protégés. Donc, on ne se pose pas des questions métaphysiques trop importantes à ce titre-là. Alors, chez l'adulte, nous, on rencontre des patients qui veulent pas faire qu'on fait qu'une dose et on leur dit vous devez faire une deuxième dose et ils veulent pas parce qu'ils veulent vérifier leur sérologie avant. Donc c'est vrai que c'est un peu différent de l'enfant, mais c'est compliqué de pas céder. Oui. Voilà. Mais comme Béazine a parlé de vaccination personnalisée, bon là c'était dans le cadre très particulier de tumeurs malignes, mais les gens on voit passer cette association de mots. Vaccination personnalisée, et aimeraient bien qu'on leur adapte à eux-mêmes pour ne pas tout faire, en faire certains et pas d'autres, etc. C'est peut-être l'avenir, hein, mais là, tout de suite, je pense qu'on n'est pas tout à fait mûr. Oui, c'est un peu la recherche, là, en ce moment, mais on n'est pas encore arrivé. D'autres questions sur ces thèmes? Oui, Younes? Tu es très en forme aujourd'hui. Oui, mais le thème me passionne. Ma question, elle porte sur les barrières qu'on peut avoir entre l'homme et l'animal sur la transmission de certaines maladies. Est-ce que, par vos travaux ou par l'immunologie, on peut expliquer ou anticiper le passage de certains agents infectieux de l'animal vers l'homme? Vraiment, c'est pas mon domaine, donc je répondrai n'importe quoi. Pour moi, c'est des différences de porte d'entrée des pathogènes par rapport aux cellules aux barrières, en fait, que ce soit intestinale, barrière pulmonaire et tout ça. Donc, une adaptation du pathogène aux barrières pour pénétrer dans les cellules. Donc, c'est plutôt ça. D'ailleurs, on le voit avec Omicron, on ne sait pas un peu ce qui se passe, mais quand même, le virus, Omicron a tellement de mutations d'élétions qu'il s'est adapté à des formes d'infection différentes par endocytose plutôt que d'utiliser ACE2 récepteur pour rentrer dans la cellule. Donc, je pense que les pathogènes s'adaptent à des portes d'entrée pour pouvoir infecter. C'est leur survie. Je ne suis pas sûre que ce soit le système immunitaire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ça. Encore que ce n'est pas mon domaine, donc je ne pourrais pas vraiment en parler. Alors, pour enchaîner sur un sujet qui est plus ton domaine, on va dire, revenir à un sujet qui est plus ton domaine. J'ai peut-être plus maintenant. Oui, qu'il a été en tout cas. On voulait que tu nous parles un petit peu des voies d'administration. Peut-être déjà sur les voies d'administration classiques, est-ce que la réponse immunitaire est différente
en fonction de la voie, quand on a le choix entre plusieurs voies, comment la réponse immunitaire est différente? Et puis les nouvelles voies, les voies dont on ne parle pas encore trop, tout ce qui va être, je sais que toi, le transcutané, l'intradermique, tout ça, c'est ton sujet. Mais voilà, nous parler un peu des voies d'administration, le nasal, Oui, oui. Alors, je répondrai à la première question après. Pour parler des voies d'administration, je pense qu'aujourd'hui, on parle de voies d'administration. Il y a deux phénomènes mondiaux qui en fait poussent les gens à travailler sur les voies d'administration. La première, c'est qu'on veut apporter des vaccins, j'allais dire en anglais, deliver des vaccins dans les pays en développement, que ce soit en l'absence d'aiguilles. C'est un aspect que l'Organisation mondiale de santé a beaucoup encouragé pour développer des voies d'administration sans aiguille, donc la voie orale, la voie cutanée. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on veut en fait ces voies d'entrée, donc quand on cible les muqueuses, donc que ce soit par voie orale où on cible la peau aussi, c'est une barrière, donc c'est lié, on ne sait pas comment, aux muqueuses, on va induire une immunité au niveau des muqueuses. Et ça, c'est important pour en fait induire une immunité au niveau des portes d'entrée de pathogènes chez l'homme. Donc, pour Covid, la question se pose, est-ce que finalement, on a induit en fait une immunité globale en utilisant la voie intramusculaire, mais pas suffisamment au niveau local pour bloquer l'entrée au niveau des voies aériennes. Donc, aujourd'hui, il y a toute une série de vaccins qui sont développés pour l'administration par voie orale, donc sous forme de gouttes, sous forme de spray, sous forme d'injection intranasale ou sous forme d'intradermique, de manière à essayer de voir si en fait on bloque, on induit des réponses immunitaires au niveau des muqueuses. Alors, quelles sont les réponses immunitaires qu'on peut induire au niveau des muqueuses? Ce sont des IgA et des IgG au niveau des muqueuses des voies respiratoires, mais c'est aussi des cellules T, ce qu'on appelle des tissus resident memory, des cellules T mémoire au niveau de ces tissus, qui peuvent aussi bloquer ou tuer rapidement les cellules infectées. Donc, j'ai regardé sur clinicaltrial.gouv, j'ai trouvé en fait une dizaine d'études en intradermique, donc soit des patchs, des micro-needles, des needle-free ou autre chose, donc au niveau de la peau, et 17 études dans des phases précoces, phase 1, phase 2, de oral, intranasal, donc gouttes, droplets, spray, etc. Donc ce sont des choses qui vont probablement se rajouter au arsenal. Ça ne règle pas la question des variants. Ça règle juste d'induire une réponse immunitaire pour bloquer la transmission si ils arrivent. Donc, ça, c'était une des questions. Il y avait une autre question. La première question, c'était l'immunité, la force de l'immunité ou l'intensité de l'immunité déclenchée. Alors, j'ai un peu implicitement répondu à ça. C'est que quand on utilise ces voies d'administration, on espère déclencher une qualité d'immunité différente. Donc, au niveau de la muqueuse pour avoir une immunité mucosale. Donc, théoriquement, c'est ce qui est visé. Donc, ce qui est visé, c'est déclencher une qualité différente ou complémentaire de la voie classique et puis utiliser en l'absence d'aiguilles. Parce que si effectivement on a des gouttes à mettre, ce sera plus facile de vacciner beaucoup de personnes dans les pays en développement. Voilà. Ça répond? Ok. Oui, ça répond très bien. Merci. Des questions, des choses par rapport à tout ça? Ça y est, on les a perdus. Il y a une question. Allez. Oui, je me permets de rebondir à nouveau, c'est vraiment passionnant et merci. Sur l'âge de la vie, quelle est l'explication de la déficience immunitaire liée à l'âge, avec toutes les variations, hein, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un âge moyen, médian, ça s'explique comment? Parce que c'est tout le problème d'accentuer, on l'a vu pour le SARS-CoV, hein, il fallait privilégier les personnes âgées et fragiles.
sachant qu'une personne âgée est fragile. Donc, est-ce qu'il y a une explication en quelques minutes sur ce début de fragilité lié à l'âge? En fait, sur les personnes âgées, je dirais âge normalement, c'est-à-dire qu'il y a aussi une qualité de vie qui diminue aussi avec l'âge. On a pratiquement tous les paramètres du système immunitaire qui sont défaillants. Donc, que ce soit les cellules de l'immunité innées, les macrophages vont moins phagocyter, les neutrophiles vont moins produire, il y en aura moins aussi de facteurs déclenchant des cytokines ou l'activation. Les cellules mémoire vont diminuer, les cellules naïfs vont être diminuées et en fait, il y a une mort cellulaire comme toutes les cellules de l'organisme qui meurent. Hein. Ah oui. C'est une mort cellulaire qui est avec l'âge. Maintenant, ce qui a été montré, c'est qu'on peut aussi avoir des personnes de 86 ans. Donc, il y a une étude qui a été faite sur je crois que c'est Jane Lane qui l'a fait en Angleterre, où il compare des cyclistes sportifs de 80 et plus à des non-sportifs. Et il a montré que les cyclistes très sportifs de 80 ans ont un système immunitaire qui est proche des adultes. Alors que ceux qui ne sont pas sportifs n'ont pas un système immunitaire proche. Donc, des facteurs individuels peuvent complètement faire varier ce système immunitaire. Ah oui, on rebondit sur sport et santé. Là. Sport et santé. Ah oui, je comprends. D'accord. Merci. Hein. En fait, Béazine, moi j'ai donc une question. Dans la grippe, les militaires français avaient fait une expérience en donc vaccinant à tour de rôle par tiers toute l'armée française. Il y en avait un tiers vacciné l'une année, un autre tiers l'année suivante, un troisième tiers 2 ans après. Et donc au bout de 3 ans, les mecs recommençaient. Ils ont dit à l'époque que quand le virus grippal changeait peu, les non-militaires étaient protégés 3 ans. Or, tu as dit tout à l'heure que donc les anticorps anti-grippe, ils ne persistent qu'1 an. Alors, pourquoi cette différence d'interprétation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La réponse. Alors, est-ce que. Enfin, il y a plusieurs questions dans ta question, donc je vais essayer de. Est-ce que si on vaccine une année et qu'on attend et le virus ne se modifie pas beaucoup, on peut vacciner plus tard, enfin décaler, ne pas vacciner tous les ans, mais vacciner plus tard et avoir une immunité. Les anticorps diminuent, mais les cellules CD8 sont là. Donc, les cellules T sont là, CD4 sont là, les B mémoires sont là. Donc, c'est les anticorps dans le sérum qui diminuent. Encore une fois, on revient aux bases du système immunitaire. Donc, si le virus ne varie pas beaucoup, si on re-rencontre ce virus, on a un stock de cellules qui peut repartir. Donc, ça pourrait expliquer ce phénomène. Donc, effectivement, on voit les anticorps diminuer, mais on peut très bien avoir des cellules B mémoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de pandémies. Pour H1N1 pandémique, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu plein de théories. Qui ne se rappelle pas de H1N1, pandémie H1N1 d'ailleurs, plein de théories comme quoi, en fait, les jeunes étaient malades avec ça parce qu'ils n'avaient jamais rencontré l'équivalent de H1N1 qu'on avait probablement rencontré, les plus de 50 ans ou plus de 60 ans avaient rencontré beaucoup plus tard. Donc, on garde des cellules mémoire spécifiques. Donc, il faut distinguer perte des anticorps et protection. Ce n'est pas toujours corrélé. Alors, j'ai donc une deuxième question, là j'en profite. Pour revenir à ce que disait Jean-François Gérard Varret. La grippe et la vaccination grippe en EHPAD, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que quand ça démarre, c'est une horreur. Et pour empêcher que ça démarre, on dit qu'il faut vacciner les présidents et le personnel soignant. Mais est-ce qu'on peut améliorer la capacité immunitaire des personnes très âgées en EHPAD?
Alors, aujourd'hui, il y a un vaccin haute dose qui existe, qui maintenant, normalement, devrait être utilisé chez les personnes plus âgées, qui en fait, protège plus que le vaccin standard dose chez les personnes de plus de 65 ans et qui, en plus, évite les maladies cardiovasculaires, je crois, une diminution de 17%, je ne me rappelle plus de tous les chiffres, hein, mais il y a une efficacité en protection plus importante que le vaccin standard dose. Donc, est-ce qu'on peut améliorer le système immunitaire des personnes âgées? Je crois que si on savait faire ça, on ne serait pas avec. Un prix Nobel. J'aurais le prix Nobel. Donc, voilà. Et en sachant qu'avec le vaccin, alors il faut vacciner tout le monde parce que justement, comme l'efficacité des vaccins grippe, ça varie entre 30 et 60% suivant les années, le mieux, c'est de vacciner le maximum de personnes pour éviter la circulation. Oui, que le virus passe, quoi. Marie-Pierre Lampire voudrait poser une question. Oui, Steve vous appelle depuis la Suisse, vous suivez depuis la Suisse et moi depuis la Belgique. Voilà. Alors, ma question, c'est quels seraient, selon vous, les scénarios pour les mois qui viennent pour les vaccins Covid? Est-ce qu'on va plutôt vers des combinés influenza et Covid ou vers des vaccins différents comme un intranasal pour viser l'immunité mucosale avec un injectable ARN? Voilà, quelle piste vous paraît la plus probable? Alors, on est déjà avec les co-injections grippe. Alors, vous parlez de vaccin ARN ou vaccin en général? Covid. Alors, en vaccin ARN Covid, en fait, un peu les premiers sur le marché ont été gagnants, je dirais, puisqu'ils avaient une efficacité importante. Et donc, les vaccins ARN ont été les gagnants dans cette histoire. Maintenant, l'histoire se complique parce qu'avec l'arrivée des variants, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge puisqu'il y a d'autres variants qui vont arriver. Donc, je ne sais pas quel est… Alors, je sais que Moderna et BioNTech ont adapté leur stratégie pour faire des vaccins ARN contre des variants. Mais ça va les variants qui apparaissent ont une vitesse de propagation tellement rapide que je ne suis pas sûre que le vaccin va arriver dans les temps. Donc, et puis aujourd'hui, la population, elle est une population mixte. C'est des populations qui sont infectées, vaccinées. Donc, est-ce que cette population-là ne va pas avoir une immunité différente de ce qu'on était il y a un an, en fait, dans l'état où on était. Quels sont mes pronostics pour les prochains est-ce que c'est vaccin oral qui va arriver? J'ai aucune idée. Je pense que personne ne fait de pronostic sur le Covid actuellement. Alors, je n'ai pas compris l'histoire avec la grippe. C'était vaccin concomitant avec le vaccin inactivé grippe ou vaccin ARN grippe Covid? Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec un vaccin grippe multivalent, ils ajoutent en plus le Covid dans la même injection? Non, je ne pense pas. C'est pas quelque chose qui est… développement trop différents les uns des autres. Et la sélection des variants ne va pas être de la même manière parce que la sélection des variants grippe se fait dans l'hémisphère sud par rapport à la synthèse et la sélection de Covid, c'est encore différent. Donc, je pense que de toute façon, ce sera deux stratégies parallèles. On ne va pas faire un vaccin qui va faire les deux en même temps. Ça ne va pas être possible avoir la séquence et faire le vaccin. La question, c'est est-ce qu'ils vont mettre dans le vaccin mRNA Covid différents variants? C'est ça qui est testé pour générer une immunité capable de reconnaître beaucoup de variants. Donc, je pense que c'est ça qui est généré. Est-ce que les vaccins ARN vont être utilisés par d'autres voies d'administration? Je ne suis pas très sûre de ça. Parce que vu qu'ils ont montré leur efficacité par voie intramusculaire, ça va être des données d'efficacité et de safety à générer par une autre voie. Et là, je pense que ça ne va pas être possible. Par contre, les inactivés Covid vont être probablement utilisés par voie intranasale, comme la grippe en fait.
La grippe aussi, c'est un inactivé qui est utilisé par voie intranasale. Donc, à la réponse influenza-Covid, je pense que les stratégies vont être séparées. Aujourd'hui, on co-vaccine les deux en même temps. On fait vaccin grippe et vaccin Covid dans chaque fois. En fait, Baptiste Sadougui veut aussi poser une question. Oui, bonjour. Question sur la technique ARN. On avait pas mal entendu au début du lancement du Moderna et du Pfizer que la technologie ARN allait offrir une adaptabilité extrêmement rapide et que finalement on aurait des actualisations de la formule qui permettraient de suivre les variants. Aujourd'hui, on voit que bon, on en est quand même très loin. Je voulais savoir, par expérience, est-ce qu'on sait quels sont les points critiques qui ralentissent énormément cette adaptation, ou est-ce que c'est juste qu'il y avait eu un peu trop d'enthousiasme au début sans qu'il y ait de base scientifique pour appuyer cette adaptabilité? Alors, en fait, la raison pour laquelle ça a été dit dès le départ, c'est que dans les processus de fabrication à partir de la séquence de l'ARN et de la production, il fallait pratiquement 6 mois. Alors que pour une autre production, c'est-à-dire par exemple une protéine, il faut avoir des cultures cellulaires, produire la protéine, purifier, etc. Donc il faut pratiquement 1 an. Donc je donne des échelles un peu de ce type-là. Et à l'époque, en fait, quand on disait ça, c'est parce que le virus circulait relativement lentement. Alors, la transmission, vous vous rappelez, c'était une personne infectée 2 personnes tout au départ, avec les premiers variants. Plus on a avancé, plus les virus en fait qui sont apparus ont eu en fait, ils ont gagné en transmissibilité. Une personne avait été 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, maintenant 11 personnes, etc. Donc en fait, comme la propagation est beaucoup plus rapide, et puis des techniques de détection qui vont être plus ou moins efficaces, parce que plus le virus va muter, plus on va moins bien, enfin, on va détecter les personnes infectées. En fait, ça nous échappe, en quelque sorte. Et donc, c'est très difficile d'avoir un variant, la séquence, et de fabriquer le vaccin aussi rapidement que le variant se transmet. D'accord, donc presque comme un problème de référence en fait. La référence n'est jamais suffisamment bonne pour qu'on puisse développer une souche. Et donc, ce qui est en train d'être réfléchi actuellement, c'est comment l'évolution du virus va nous apprendre sur la molécule Spike de manière à fabriquer une séquence consensus de Spike, comme c'est fait pour le VIH maintenant, qui va permettre d'être la séquence consensus généralisée dans le vaccin. D'accord. Ou des séquences consensus. Donc finalement, si je reformule donc à ma façon ce que tu viens de dire, c'est que plus donc un virus court vite et change vite, moins on est capable de le suivre. C'est comme Messi au foot, quoi. Il joue tellement vite qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Bah, plus la transmission est rapide, moins on a le temps de fabriquer le vaccin et de vacciner les gens. Comment dire, je repose la question que je t'avais posée tout à l'heure, parce que je veux pas que tu partes avant d'avoir répondu, même si sinon. Quand est-ce que toi et tes copines et tes fins copains, vous allez nous faire l'immunologie pour les nuls? Bah, écoute, ça aurait été avec plaisir si j'avais le temps, mais je crois que… Non, mais parce que le problème, c'est qu'en fait, vous êtes tous pareils. Vous êtes tellement dans une tourmente scientifique, une explosion de découvertes, que du coup, vous n'avez pas le temps de nous les expliquer. T'exagères, elle vient de prendre 1h30 de son temps pour te l'expliquer. Non, mais justement, pour ça, j'en profite. Pour lui donner mauvaise conscience, qu'elle veuille en faire plus. À chaque fois que tu me vois, tu me donnes mauvaise conscience parce que je ne participe pas à l'éducation. Mais bon, je fais déjà tellement de choses. Regardez, là, on a fait des cours de vaccinologie, on a fait des MOOC, et en fait, c'est déjà, on l'a fait il y a 2 ans, c'est déjà obsolète. Les cours, ils ne veulent plus rien dire et il faut tout recommencer. C'est infini, donc… finalement, la science court aussi vite que donc les virus et du coup, on n'arrive plus à suivre. Quoi. Là, je trouve que les publications avec le Covid, ça a été, c'est quand même assez hallucinant en immuno, mais même les technologies, tout ce qui a été fait, moi, j'arrive pas, j'arrive plus. donc malheureusement, quand je serai à la retraite, Jean-Marie, je ferai ça. Non, mais tu veux, moi j'ai parlé avec…
j'ai parlé avec avec un des rares immunologistes virologistes. Il est donc vraiment spécialiste des deux, donc c'est un Turc. Il avait fait un bouquin sur l'immunologie il y a 10 ans. Il me dit, il me dit plus jamais, alors qu'il est à la retraite, hein, il me dit plus jamais je ferai ça, c'est tellement compliqué. C'est un vocabulaire c'est un vocabulaire en fait, c'est comme apprendre le chinois. Il faut apprendre ce vocabulaire. C'est vrai. Peut-être qu'il faut parler avec des linguistes. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais bon, quand je serai à la retraite. Il reste une petite main levée, Marie-Pierre Lampire, vous aviez une autre question, non? Non, c'était une erreur. C'était une main qui ne s'était pas rabaissée. Bon, on alors, est presque. Jean-François, une petite question encore. Si c'est possible, parce que je vois qu'il est aujourd'hui. Quelle est la part de l'intelligence artificielle dans votre recherche? En fait, moi, je l'utilise beaucoup. En fait, ce qu'on fait actuellement, c'est de prendre... donc, on vaccine, j'ai une dizaine d'études de vaccination sur différents vaccins. Et on va générer une quantité de données extrêmement importante qui va d'avant la vaccination jusqu'à après la vaccination et la mémoire immunitaire. Et ces données, en fait, sont des données d'expression de gènes, donc de transcriptomique, donc d'analyse multidimensionnelle des cellules. Donc, on utilise des panels de 35 à 45 marqueurs qui vont nous faire découvrir des sous-populations cellulaires. On fait ça aussi dans le temps et on associe ça aux réponses immunitaires, anticorps neutralisants, fonctions cellulaires T, CD4, CD8, production de cytokines, etc. Et en fait, pour intégrer toutes ces données avant, après la vaccination et de faire des corrélations, on utilise l'intelligence artificielle sur différents aspects pour avoir des voies biologiques induites où en fait, l'idée, c'est de trouver des signatures avant la vaccination du système immunitaire de manière globale, sans a priori, qui pourraient nous prédire si l'individu va être répondeur ou non répondeur en vaccinant. Donc, ça permettrait d'adapter la stratégie vaccinale. Ça, c'est mes projets de recherche. Passionnant, hein, passionnant. Donc, pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait faire un bouquin. Ce serait bien. Ça facilite. Alors, il y a Steve qui propose de faire un livre sur les dogmes, simplement, comme ça, oui. qui ne bouge pas. Le livre de Bill Paul, c'est l'ancien livre fondamental immunologie, c'est que les dogmes, hein, ils n'ont pas changé. Je l'utilise pour rehausser mon ordinateur. C'est le livre que j'ai lu quand j'étais étudiante. Et moi, j'ai eu la chance d'aller au NIH et je suis arrivée dans le laboratoire de Bill Paul, qui s'est présenté, qui est venu, qui ne me connaissait pas, qui est venu, qui m'a serré la main et me dit « Welcome, my name is William Paul, nice to meet you ». J'ai dit oh, « Tiens, je connais déjà son livre, donc voilà ». Donc, je pense que ce livre-là, il reste valable. Mais peut-être pas abordable pour tout le monde. Oh, si. Vous êtes des passionnés, donc ça devrait aller. Il est donc 19h27. Donc, je crois qu'il nous reste 3 minutes. Donc, j'en profite pour te poser encore une question. Si tu voulais qu'on retienne 3 idées ou donc 4 idées fortes, quelles sont les idées que tu aimerais qu'on garde de cette soirée? Voilà. Je pense que l'histoire des anticorps, hein, qu'ils ont différentes fonctions et que une mesure d'anticorps n'est pas forcément... ça va être un indicateur du système immunitaire, mais pas un révélateur en fait, du système immunitaire. Donc, ça va être ça. Et puis, qu'il y a énormément de progrès encore à venir sur le développement des vaccins et soit dans les plateformes vaccinales utilisées, soit dans les méthodes d'administration,
soit dans la détection des répondeurs et non-répondeurs au vaccin. Je sais pas. Non, mais oui. Mais vous avez retenu parce que moi, j'ai dit tellement de choses. Non, mais ça résume une bonne partie quand même. Comment dire, avant qu'on commence cette séance, tu te demandais est-ce que j'utilise mon PowerPoint. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir utilisé? Non, en fait, j'en avais pas besoin. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend. Tout le monde n'est pas cerveau droit, cerveau gauche. Donc, il y en a qui préfèrent voir des images, d'autres qui préfèrent parler. Bon, en tout cas, Béazine, merci beaucoup. Hein. Vraiment, encore une fois, merci d'avoir pris le temps parce que on sait que tu es très occupée et c'était. Et pour vous, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bon, bah, on te redemandera quand tu auras avancé. Parce que la semaine prochaine, on va faire un cours de chronologie. Bon, après, je vous ai vu, c'est bon. Hein. On va faire une petite pause. On va te laisser tranquille. Bon, bah merci beaucoup, Béazine. Merci tout le monde. Merci. J'étais heureuse de vous voir tous. Hein. Merci. Bon, et puis on va revenir t'embêter régulièrement pour savoir qu'est-ce que tu as fait